Dans cette troisième vidéo, nous allons faire les diagrammes et les conditions de continuité. Pourquoi les diagrammes en cinématique? Pour une simple raison, c'est qu'en cinématique, on sait mesurer la vitesse et maintenant, on sait aussi localiser les objets, ce qu'on appelle la géolocalisation. Donc, si vous avez ces grandeurs, vous pouvez facilement remonter. Si vous avez la vitesse, vous pouvez remonter à la position. Si vous avez la position, vous pouvez retrouver la vitesse en faisant soit un calcul de dérivée, soit un calcul d'intégrale. Et bien évidemment, vous pouvez par la suite déterminer les accélérations. Donc vous voyez que les diagrammes, une fois que vous avez les mesures, vous pouvez effectuer des diagrammes avec lesquels vous pouvez remonter aux différentes grandeurs qui sont la position, la vitesse et l'accélération. Donc les diagrammes sont très importants en cinématique. Alors, dans le mouvement rectiligne, vous avez le vecteur position OM de t qui est égal à x et de x. Vous avez le vecteur vitesse qui est égal à vx et de x, ou bien, tout simplement, la dérivée de la position par rapport au temps. Et vous avez a de t qui est égal à ax et de x, ou bien la deuxième dérivée de la position par rapport au temps, ou bien la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Maintenant, si vous avez la variation de la position en fonction du temps, c'est-à-dire vous arrivez à mesurer la position du mobile à n'importe quel instant et vous la représentez sur un graphe, à ce moment-là, ce graphe devient le diagramme des espaces ou bien le diagramme des positions. Ensuite, si vous mesurez Vx de t, et vous avez la courbe de variation de Vx de t en fonction du temps, à ce moment-là, c'est le diagramme des vitesses. Ou bien, vous pouvez le trouver dans certains livres comme étant le diagramme des phases. Maintenant, si vous avez la variation de l'accélération en fonction du temps sur une courbe, alors c'est le diagramme des accélérations. Ainsi, dans le mouvement rectiligne, vous avez trois variations, x de t, vx de t, ax de t. Maintenant, ces diagrammes peuvent aussi concerner le mouvement à deux dimensions. Donc vous pouvez avoir y de t, vy de t et y de t. Vous pouvez aussi avoir la troisième dimension qui est z de t, vz de t et az de t. Donc vous voyez, les diagrammes, ils peuvent concerner n'importe quelle composante, soit pour le mouvement rectiligne à une dimension, soit dans le mouvement plan à deux dimensions, soit dans le mouvement dans l'espace à trois dimensions. Donc ici, dans cette vidéo, nous allons faire uniquement les diagrammes dans le cadre du mouvement rectiligne. Avant de faire les diagrammes, j'aimerais faire un petit rappel mathématique. Ce rappel concerne le calcul d'intégrale. Pourquoi on le fait? Parce qu'il est très important. Il faut savoir remonter aux différentes fonctions si vous connaissez la fonction dérivée. Alors, je m'explique. Lorsqu'on a x de t, d'accord, on la dérive, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient la vitesse, qui est égale à dx sur dt. D'accord? Maintenant, lorsqu'on a la vitesse, vx de t, on la dérive, d'accord? Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient ax de t, qui est égal à d de v de x sur dt. Maintenant, qu'est-ce qui est intéressant, c'est de voir le processus inverse. C'est-à-dire, vous avez les vitesses et vous avez les accélérations. Comment déterminer x et comment déterminer v de x? Alors, ce passage se fait par le calcul d'intégrale. Alors, calcul d'intégrale. Qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, je vais écrire v de x de t
égale à dx sur dt, d'accord? Cela veut dire, hein, ici vous avez vx de t sur 1, donc ça ne change rien. Donc vous avez dx fois 1, qui est égal à dx, est égal à v de x de t fois dt. D'accord? Alors, pour se débarrasser du d, hein, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise un opérateur, hein, qui est l'opérateur intégral. Alors, je mets une intégrale à gauche, une intégrale à droite. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient l'intégrale de dx est égale à l'intégrale de vx de t dt. Plus, et là, faites très attention, lorsque vous avez des intégrales ouvertes, qui ne sont pas bornées, hein, donc vous n'avez pas ni de limite inférieure ni de limite supérieure, hein, ce qu'on appelle intégrale ouverte, vous êtes obligé d'ajouter la constante. Ce qu'on appelle la constante d'intégration. Cette constante, je le souligne, elle est fondamentale en physique. Pourquoi? Parce qu'elle représente soit les conditions initiales, ou bien elles peuvent être aussi liées aux conditions finales, et aussi ce qu'on appelle aussi les conditions de continuité. Pourquoi? Parce que les grandeurs physiques en mécanique classique, hein, ce que nous allons faire ici, elles sont continues. Donc, vous avez la position qui est une grandeur continue, vous avez la vitesse qui est une grandeur continue. Donc, ces grandeurs-là doivent être tout le temps continues. Par contre, l'accélération n'est pas une grandeur continue, comme nous allons nous démontrer par la suite. Maintenant, on peut faire la même chose pour la vitesse. Donc, vous avez ax de t qui est égal à d de v de x sur dt. Je fais exactement la même chose, je divise par 1, ça ne change rien. Ensuite, dv de x fois 1, c'est d de v de x, qui est égal à ax de t dt. D'accord? Maintenant, j'utilise l'opérateur intégral, qu'est-ce qu'on obtient? Et là, en ayant en tête qu'on a déjà parlé des conditions de continuité, donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut absolument que v de x de t est égal à l'intégrale de ax de t dt plus la constante. Du moment que je travaille avec des vitesses, je pourrais l'appeler v0. Et là, j'insiste encore une fois, hein, sur v0. Faites très attention, elle obéit aux conditions finales, initiales, hein, et de continuité. D'accord? Donc voilà. La vitesse, je pourrais l'écrire finalement comme étant l'intégrale, hein, de l'accélération. Donc, v de x de t est égal à l'intégrale de ax de t fois dt plus v0. Maintenant, pour bien comprendre les diagrammes, je vais choisir un diagramme des vitesses. Pourquoi? Parce qu'on a les deux. C'est-à-dire, lorsque je dérive, je retrouve l'accélération, et lorsque j'intègre, lorsque j'utilise l'intégrale, je vais retrouver les positions. Donc, nous allons prendre l'exemple d'un diagramme des vitesses. Comme exemple, d'accord? Alors, pourquoi le diagramme des vitesses? Tout simplement, vous avez v de t, donc vous pouvez retrouver l'accélération, pardon, vx de t, donc vous avez ax de t qui est égal à d de vx de t sur dt. Et vous pouvez retrouver la position, vous avez x de t qui est égal à l'intégrale de vx de t dt plus x0.
Donc vous voyez, on peut utiliser le diagramme des vitesses comme exemple, comme un bel exemple. Alors, je vais prendre le diagramme suivant. Donc ici, vous avez Vx de t, et là, vous avez le temps. Bon, comme je l'ai toujours dit, n'oubliez pas qu'on travaille toujours dans le système MKSA. Donc, si vous voulez faire des graphes comme ça, donc l'unité de mesure sur Vx, c'est le mètre par seconde, et l'unité de mesure sur le temps, c'est la seconde. Alors, si on a un diagramme des vitesses de cette forme-là, alors on va commencer par une variation en ligne droite. D'accord? Ensuite, une autre variation en ligne droite. Ensuite, vous avez une troisième variation en horizontale. Et puis, vous avez une autre variation en ligne droite. Alors, les points que vous avez ici, ça c'est le temps T1, ça c'est le temps T2, ça c'est le temps T3, ça c'est le temps T4, et ça c'est le temps T5. D'accord? Alors, première question. Combien d'étapes de mouvement on a? Alors, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, les étapes sont définies par la forme de la vitesse. J'ai combien de formes de la vitesse? Alors, on va voir sur le graphe. J'ai cette première forme, ou bien cette première variation. Donc ça, c'est la première étape. Donc entre les étapes, alors, la première étape, c'est entre 0 et T1. D'accord? Ensuite, on continue. La deuxième étape, elle commence à T1, elle passe par T2, et on se retrouve en T3. Vous voyez, entre T1 et T3, c'est la même variation, c'est une ligne droite. D'accord? Ne faites pas la bêtise de séparer l'intervalle T1, T3 en deux intervalles, T1, T2 et T2, T3. D'accord? Pourquoi? Parce que entre T1 et T3, c'est la même variation. Vous avez la même fonction de la vitesse qui est en ligne droite. Donc faites très attention, ne vous laissez pas piéger par le temps T2. Donc la deuxième étape, elle est entre T1 et T3. La troisième étape, c'est facile, elle est entre T3 et T4. Vous avez une variation en ligne droite, mais horizontale. Et la dernière étape, c'est la quatrième étape, elle est entre T4 et T5. Donc, la quatrième étape, elle est entre T4 et T5. Donc, si je reprends mon graphe, j'ai 4 étapes que je vais représenter. Donc, la première étape, c'est entre 0 et T1. La deuxième étape entre T1 et T3. La troisième étape entre T3 et T4. Et la dernière étape, quatrième étape, elle est entre T4 et T5. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va donner l'expression analytique de la vitesse dans chaque intervalle. D'accord? Bon, comme vous voyez, j'ai pris un cas général, mais je vais juste vous donner les indications les plus importantes.
Donc pour la première étape, vous avez une fonction, c'est-à-dire vous regardez la vitesse comme étant une fonction du temps. Donc pour la première étape, la vitesse est de la forme, donc V1 de t, c'est une ligne droite. Vous connaissez la variation d'une ligne droite, c'est toujours, vous avez la pente qui est ici, c'est tangente alpha, et elle est sous la forme d'une ligne droite. Donc c'est alpha 1 t plus bêta 1. Pour la deuxième étape, c'est la même chose. Vous avez V2 de t, c'est toujours la variation en ligne droite, d'accord? Ce sera alpha de t plus bêta 2. Maintenant, pour la troisième étape, c'est une variation constante. Donc, vous avez V3 de t qui est égal à V03. C'est une constante. Et vous avez la même variation entre T4 et T5 comme la première étape et la deuxième étape. Donc, c'est une variation en pente. D'accord? Pour la quatrième étape, vous avez V4 de T qui est égal à alpha 4 plus bêta T plus bêta 4. D'accord? Maintenant, vous allez me dire comment déterminer alpha 1, bêta 1, alpha 2, bêta 2, V03, alpha 4 et B4. Tout simplement, vous allez sur le graphe et vous allez déterminer alpha 1 et bêta 1. Tout simplement, lorsque t égale à 0, donc je vais commencer par, je vais le faire comme les grands, c'est-à-dire on va pas, je vais pas trop m'attarder. Alors, vous avez, lorsque t égale à 0, qu'est-ce que vous avez? Vous avez V0 égale à 0. Donc, forcément, bêta 1 est égal à 0. D'accord? Maintenant, si je vais sur le graphe, je peux appeler ça V1 et je peux appeler ça V2. D'accord? Donc, pour alpha 1, c'est quoi? C'est la pente, donc c'est la tangente. Ça sera quoi? Ça sera V1 moins V1 à l'instant T1 moins V0 à l'instant T0. Donc, comme la vitesse est égale à 0, donc vous avez alpha 1 est égal à V1 sur T1. Vous pouvez appliquer la même chose pour V2 de T. D'accord? Alors, vous avez, n'oubliez pas que vous avez des conditions de continuité. C'est-à-dire la première étape, les conditions finales de la première étape sont les conditions initiales de la deuxième étape. Les conditions finales de la deuxième étape sont les conditions initiales de la troisième étape. Et les conditions finales de la troisième étape sont les conditions initiales de la quatrième étape. Donc ici, je vous ai montré comment déterminer les différents alpha 1, bêta 1. Maintenant, pour alpha 2, vous faites la même chose. Pour V3, vous faites la même chose. V4, vous faites la même chose. D'accord? Je peux le faire pour la deuxième étape, juste pour que vous compreniez. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la deuxième étape? On a à l'instant T1, la vitesse V2 est égale à V1. Et on a à l'instant T3, la vitesse, d'accord, est égale à V2. Donc, comment on va écrire? Comment on va déterminer alpha 2? Donc, je peux déterminer alpha 2 comme étant V2 moins V1 sur T3 moins T1. D'accord? Pour V03, c'est simple, vous avez c'est V2, d'accord? Et pour la quatrième étape, vous avez alpha 4 est égal à la vitesse à l'instant T5 est égale à 0, moins V2 sur
l'instant t5 moins t4. Donc alpha 4 est égal à moins V2 sur T5 moins T4. Alors, maintenant, faites très attention pour déterminer bêta 2, V03 et bêta 4. Bon, comment les déterminer? Tout simplement en utilisant les conditions de continuité. Et j'insiste sur ces conditions. Pourquoi? Parce que vous avez, donc, je vais les écrire, conditions de continuité. Alors, on a combien de conditions de continuité? On a un instant T1, un instant T3 et un instant T4. D'accord? Les conditions initiales, c'est quoi? Vous avez un instant 0 et les conditions finales, c'est l'instant T5. Donc, je voulais le rappeler. Maintenant, du moment que la vitesse est une grandeur continue, vous êtes obligé d'écrire V1 de la première phase. Donc, ça, c'est la première phase. Ça, c'est la deuxième phase. Ça, c'est la troisième phase. Et ça, comme on l'a déjà démontré tout à l'heure, c'est la quatrième phase. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez V1, un instant T1 est égal à V2, un instant T1. Ensuite, vous avez V2, un instant T3, qui est égal à V3, un instant T3. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Vous avez V4, un instant T4, est égal à V3, un instant T4. Donc, vous êtes obligé de tenir compte de ces conditions de continuité. Et un instant T0, c'est la condition initiale, et un instant T5, c'est la condition finale. Maintenant, nous allons faire le passage de la vitesse aux accélérations. Donc, vous avez 4 accélérations pour chaque étape. D'accord? Donc, je vais commencer par la première étape. Alors, si je dérive la vitesse pour déterminer A1 de t, qui est égal à la dérivée de V1 de t sur dt. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient alpha 1. Maintenant, pour la deuxième étape, vous avez A2 de t qui est égal à d de V2 de t sur dt et qui est égal à alpha 2. Ensuite, vous avez A3 de t qui est égal à dv3 sur dt est égal à V03 est une constante, donc est égal à 0. Maintenant, pour la dernière étape, vous avez A4 de t qui est égal à d de V4 sur dt, d'accord, est égal à alpha 4. Maintenant, nous allons déterminer les positions. Alors, ce passage, il se fait par le calcul d'intégrale. Alors, pour les positions dans chaque étape, nous allons faire les intégrales des vitesses. Donc, pour la première étape, vous avez x1 de t qui est égal à l'intégrale de v1 de t dt plus x01. Faites très attention, x01 représente, c'est la constante d'intégrale, et elle représente, pour la première étape, la condition initiale. Donc faites très attention aux constantes d'intégrale. D'accord? Maintenant, pour la deuxième étape, si vous voulez, je peux développer cette intégrale, ben, je vais le faire. Voilà, puisque vous êtes gentil. Alors, ça sera alpha 1 t plus bêta 1 dt plus x01. Alors, qu'est-ce que ça donne comme résultat? Eh bien, tout simplement, l'intégrale de alpha 1t, c'est 1 demi de alpha 1 t au carré. Pourquoi? Parce que si je dérive 1 demi de alpha 1 t au carré, qu'est-ce qu'on retrouve? Alpha 1 t. D'accord? Plus bêta 1 t plus x0 1. Maintenant, pour la deuxième étape, je vais le faire rapidement. Donc,
pour la deuxième étape, vous avez x2 de t est égal à l'intégrale de v2 de t dt plus x0 2 qui est égal à 1 demi de alpha 2 t carré plus b2 t plus x0 2. Et vous avez pour la troisième étape x3 de t qui est égal à l'intégrale de v03 dt plus x03. L'intégrale d'une constante, hein, c'est v03 t plus x03. Faites très attention toujours à x03 qui est une constante d'intégrale. Dans ce cas-là, c'est une condition de continuité. C'est la même chose pour x2. D'accord? Maintenant, pour la quatrième étape, vous avez x4 de t qui est égal à l'intégrale de v4 t dt plus x04. Faites attention aussi, vous avez une condition, hein, c'est la constante intégrale qui représente ici la condition finale et aussi la condition de continuité avec la troisième étape. Je vais l'écrire tout à l'heure. Donc est égal à 1 demi de alpha 4 t2 plus bêta 4 t plus x04. D'accord? Maintenant, pour déterminer x01, x02, x03 et x04, nous devons appliquer les conditions initiales, finales et de continuité. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire x1 à l'instant t1 est égal à x2 à l'instant t1. Vous avez aussi x2 de t3 est égal à x3 de t3. Et la même chose, x3 de t4 égale à x4 de t4. Pourquoi? Parce que la position est une grandeur continue. Donc la position dans la première étape, c'est les conditions finales de la première étape qui sont T1, doivent être égales à la position initiale dans la deuxième étape. Et c'est la même chose pour x2, c'est-à-dire pour T3. T3, qu'est-ce qu'il représente? Il représente la condition, c'est-à-dire c'est le temps où se termine la deuxième étape et le temps où commence la troisième étape. La même chose pour T4. T4, qu'est-ce qu'il représente? Il représente la fin de l'étape 3 et le début de l'étape 4. Maintenant, T5, qu'est-ce qu'il représente? Il représente la condition finale. D'accord? Donc, faites très attention. À t égale 0, et t, c'est la condition initiale. À t égale T5, c'est la condition finale. Et T1, T3, T4 représentent les conditions de continuité.